Quelles sont les perspectives du marché immobilier français? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Donc il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos régulièrement sans être abonnés. S'il vous plaît, faites-le, ça m'aidera à faire connaître mon travail. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec la mise à jour du crédit immobilier en zone euro. Donc ça, c'est fourni par la Banque centrale européenne. Donc avant d'aller regarder spécifiquement ce qui se passe sur la France, un petit coup d'œil à la zone euro. On voit qu'il y a vraiment 2 zones euro en termes de crédit immobilier. On a les pays qui sont en récession du crédit immobilier, la France en fait partie, la Grèce est la pire. Et puis on a des pays qui sont nettement en bulle sur le crédit immobilier. Donc on a la Croatie à 13,2%, c'est énorme et à mon avis insoutenable. Donc à chaque fois qu'un pays rejoint la zone euro, il y a une bulle immobilière qui se gonfle. C'est comme ça. La régulation bancaire est faite de telle sorte que pour les banques, c'est plus intéressant de financer l'achat d'actifs et l'achat donc d'immobilier que de financer l'économie réelle. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de croissance dans la zone euro. Et donc le dernier entrant, c'est la Croatie. Donc là, ils sont en train d'avoir une bulle immobilière qui est en train de gonfler. Et après, bien sûr, quand elle éclatera, eh ben, il va falloir nettoyer la casse. Et donc, en fait, on reproduit ce qui s'est passé au début de la zone euro, quand, par exemple, le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Irlande ont, alors c'est le Portugal, l'Espagne, la Grèce et l'Irlande ont fait gonfler une bulle immobilière qui s'est ensuite, qui a brutalement éclaté et qui a, plongé le pays en récession. Là, on a le scénario qui va se reproduire plutôt dans les pays de l'Est maintenant, avec la Croatie et notamment la Bulgarie qui est pas encore dans les stats ici, mais qui vient de rejoindre la zone euro. Donc eux aussi, ils vont avoir une bulle immobilière sans problème. Alors maintenant, on va se concentrer sur la France. Donc on voit que le crédit reste en récession en France. Donc on a à peu près la même trajectoire de ce qui s'est passé en 2024. C'est-à-dire que début d'année 2024, on a eu une production de crédit qui s'est bien reprise et derrière, crac, on a eu la dissolution, la crise politique et hop, la production de crédit est repartie en baisse. Là, à nouveau, on est reparti sur le début d'année et à mon avis, on va avoir la même trajectoire avec le cirque politique actuel en France. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on regarde l'évolution de la production de crédit immobilier? Parce que c'est la principale variable derrière la progression des prix de l'immobilier. Donc ici, je vous mets un graphique qui a été réalisé par Steve Keen, qui est un économiste australien qui s'est intéressé aux bulles financières et aux bulles immobilières. Et donc il a mis en évidence, mais c'est pas évidemment lui qui a découvert cette corrélation, mais en tout cas ici il met en évidence dans ses graphiques, que la production de crédit influence la variation des prix des actifs. Mais il n'y a pas, en fait, c'est pas difficile à comprendre. La création, donc la production de crédit, la création monétaire, puisque en fait, on crée de la monnaie quand on crée du crédit. Forcément, si vous créez plus de monnaie dans une offre qui est stable ou en baisse, alors elle est plutôt stable, l'offre immobilière, elle progresse très peu, puisqu'il y a tout un ensemble de normes qui limitent la production d'immobilier. Quand l'offre est rationnée et que vous donnez plus de pouvoir d'achat, forcément, ça fait monter les prix. Bon, alors ici, on a le graphique sur les États-Unis. Donc on voit que, par exemple, sur le début des années 2000, on a fortement fait gonfler la production de crédit immobilier. Ça a été donc du coup très bien reçu par les prix, forte hausse des prix, et derrière, on a coupé le robinet du crédit, bim, le crash. Donc, on a une corrélation en plus, 0,77. Donc, la variable plus importante en réalité pour suivre la variation des prix de l'immobilier, contrairement à ce qu'on vous raconte, c'est la production de crédit. Parce qu'en réalité, on vous dit, la demande d'immobilier, elle est énorme. Tous les ménages cherchent à se loger, etc. Ça, c'est la demande théorique. La demande réelle, elle vient de la capacité des ménages à s'endetter. Ça va dépendre évidemment du niveau des taux d'intérêt, de la cherté de l'immobilier également. Alors, on a vu que la variation des crédits est importante. On a vu qu'elle est en récession en France encore, et qu'à mon avis, elle va reprendre une forte baisse à cause du cirque politique. Bon, maintenant, si on va voir, je dis ça par rapport au taux d'intérêt. Alors, ici, je vous mets les taux d'intérêt des obligations souveraines dans le monde. Ce qu'on peut voir ici, on va d'abord regarder les variations. Depuis 3 ans, où on a eu une forte progression des taux d'intérêt immobiliers. Bon, un crack obligataire, si on emploie les termes corrects, on a eu littéralement un crack obligataire, sur les obligations d'État. Alors ici, par exemple, l'obligation française à 10 ans, qui est, on va dire, la référence pour les taux immobiliers, elle a pris 120% en 3 ans. Je ne dis pas que le taux d'intérêt de l'OAT 10 ans est à 120%, je dis que le taux d'intérêt de l'OAT 10 ans a progressé de 120% en 3 ans. Donc,
brutale hausse du taux d'intérêt d'obligations souveraines. Depuis le début de l'année, ici, on a à nouveau en progression. Depuis un an, on est en progression. Donc, les taux d'intérêt des obligations souveraines sont en hausse. Et c'est un facteur important pour les obligations, le taux d'intérêt des crédits immobiliers. Pardon. Si on regarde, alors, une chose, pourquoi est-ce que le crédit immobilier français, alors, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt des obligations souveraines françaises est en hausse? Vous avez deux choses. Vous avez la progression des taux d'intérêt dans le monde au global, parce que en fait, la croissance et l'inflation repartent un petit peu. On a un cycle économique qui est en train de repartir à la hausse, sauf en France évidemment, hein, puisqu'en France on est englué dans la récession et ça c'est structurel. Sinon, les autres pays finalement sont dans une reprise cyclique, donc ça veut dire hausse de la croissance nominale, c'est-à-dire croissance réelle plus inflation. Donc ça entraîne le taux d'intérêt des obligations souveraines. Et en bonus pour la France, vous avez une hausse du risque politique. Ça se matérialise du risque spécifique, et notamment du risque politique, et ça se matérialise par ce qu'on appelle le spread d'obligations, c'est-à-dire la différence entre les taux d'intérêt des obligations françaises et les taux d'intérêt des obligations allemandes. Les obligations allemandes, ce sont les plus sûres de la zone euro, parce que c'est le pays, le grand pays, avec les finances les plus saines. Donc quand on veut mesurer le stress du marché au niveau obligataire, on peut regarder cet indicateur. On voit que sur le début d'année, donc post-censure du gouvernement Barnier, le spread a fortement monté, on est allé à 81 points. Ça s'est un peu résorbé par la suite, avec la nomination du gouvernement Bayrou. Et maintenant, ce qu'on va avoir, c'est, à mon avis, à nouveau une hausse. Juste avant, on va faire un petit focus pour comparer les taux d'intérêt entre les différents pays. On voit que le marché juge que les finances espagnoles sont plus saines que les finances françaises, puisque le taux d'intérêt à 10 ans espagnol est en dessous du taux d'intérêt des obligations françaises. Bon, la Grèce, enfin l'Espagne, c'est pas forcément un pays non plus avec des finances exceptionnelles. La Grèce est pas si loin, on est à 6 points de la Grèce. Pareil, la Grèce, c'est pas un pays avec des finances extraordinaires, même si leur trajectoire est plus encourageante que celle de la France. On est depuis assez longtemps maintenant au-dessus du taux portugais, qui ont fait des efforts majeurs, hein, du coup, au prix d'une cure d'austérité assez violente. Et on se rapproche dangereusement du taux italien, qui est, on va dire, celui, enfin, qui est gouvernement avec, qui est l'État avec les finances les moins saines de la zone euro, mais ils font des efforts hein, quand même. Leur taux est en train de baisser, hein, les Italiens, parce ils dégagent des excédents primaires, donc ils peuvent rembourser à minima les intérêts de leurs dettes, ce qui n'est pas le cas de la France, hein, on le rappelle. Donc, vous avez une situation où, en France, on a un risque politique qui va grossir à cause du budget, tout simplement. Donc, en fait, il n'y a pas d'issue sur le budget français qui est proposé par Bayrou. On a un budget qui, s'il est proposé en état, sera censuré par la droite, enfin l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc ça fera monter le risque politique et donc le taux d'intérêt. S'il y a des amendements sur ce budget, ça sera au prix de nouvelles dépenses supplémentaires, et dans ce cas-là, le déficit va continuer à exploser. Et donc le marché sanctionnera aussi ce déficit. Donc il n'y a pas d'issue. Hein. Et les agences de notation devront dégrader la note de l'État français. Donc ce qui va se passer, c'est que graduellement, le taux d'intérêt français va monter, et le spread du coup, puisque ça ne sera pas une hausse globale des taux d'intérêt dans le monde, il y aura une petite hausse globale des taux d'intérêt dans le monde, mais surtout un risque spécifique à la France avec le spread. Donc on va avoir une progression faible du taux d'intérêt, mais elle sera continue, et puis d'un coup, il y aura une dégradation des agences souveraines de notation, hop, et là, on aura un bond du taux français. Il ne faudra pas s'étonner qu'on voit du 4% d'ici la fin de l'année. Hein. Pour moi, ça ne m'étonnera pas du tout. Alors pourquoi cette digression, pas cette digression, mais cette précision sur les taux d'intérêt des obligations souveraines? Parce que c'est ce qui est important pour la définition des taux d'intérêt immobiliers. Ici, vous avez en noir le taux d'intérêt des obligations souveraines françaises, donc de l'OAT, en bleu les taux de crédit immobilier. Donc on voit qu'il y a une bonne corrélation. Il y a évidemment un écart entre les deux, parce que si on réfléchit 5 secondes, dans une zone donnée, l'emprunteur le plus sûr, c'est l'État. Parce qu'en réalité, un État ne peut pas faire faillite. Donc avant, quand la France était au franc, l'État pouvait imprimer de la monnaie pour rembourser les créanciers en monnaie de change. Maintenant qu'on est endetté en monnaie étrangère, l'euro, on peut quand même se dire que la BCE pourra sauver la France en imprimant de la monnaie. C'est théorique, hein. Je ne suis pas du tout sûr que ça sera ce qui se passera, mais on verra. En tout cas, théoriquement, l'emprunteur, l'État français, doit emprunter moins cher que le particulier français. Parce que le particulier français, lui, il a un risque supplémentaire, enfin un risque spécifique, risque de chômage par exemple,
perte de revenus, ou alors un risque à cause de la santé, et cetera. Donc on a en plus, il a une durée de vie finie, malheureusement, le particulier français, alors que l'État français, théoriquement, n'a pas de durée de vie, finie. Donc vous voyez qu'on a le taux de crédit immobilier qui est au-dessus du taux d'intérêt de l'obligation souveraine. Sauf dans des périodes particulières comme la période 2020, 2021, 2022 ou alors surtout 2022 à partir de on va dire, début 2022, forte hausse des taux d'intérêt. Donc là, comme c'est très brutal, les banques mettent du temps quand même à ajuster leur barème, donc on a, des taux de crédit immobilier qui mettent un peu de temps à s'ajuster. Mais par la suite, hop, ils repassent au-dessus et par la suite, ils se sont quand même rétractés parce que les banques, elles veulent quand même gagner des parts de marché. Donc elles font des efforts sur les taux de crédit immobilier. Bon, temporairement ici, on a le taux des obligations souveraines qui sont repassés au-dessus du taux de crédit immobilier. Mais ça, c'est pas durable à mon avis. Les banques vont devoir prendre en compte le risque, spécifique, à l'économie, à la sphère privée française. Bon, petite digression, pourquoi est-ce que l'inflation a monté en 2022? Eh bien, alors, on entend beaucoup à cause, la hausse du prix de l'énergie, à cause de la guerre en Ukraine, et cetera. Pas du tout. C'est à cause du quantitative easing global en 2020. Donc c'est une version du quantitative easing qui a été théorisée par Richard Werner, qui, en fait, est à utiliser dans le cadre d'une économie qui est en déflation. C'est-à-dire que, les banques centrales vont acheter des actifs auprès d'acteurs non bancaires, comme par exemple, des privés, des institutionnels qui avaient des obligations corporate. Donc en faisant ça, la banque centrale crédite le compte à la banque commerciale de l'institution et ça crée de la monnaie et donc les institutions sont retrouvées avec, beaucoup de monnaie, supplémentaire et ça donne du pouvoir d'achat en fait. Donc il y a eu de la création monétaire énorme alors que la pollution de crédit pendant les années 2020-2021 était tout à fait normale. Donc ça a mis de l'huile sur le feu et donc ça a déclenché de l'inflation. Je vais ferme la parenthèse. Donc, on va avoir un taux d'intérêt immobilier qui va suivre les taux de l'État à long terme et remonter un petit peu. Malheureusement, on est déjà à un niveau prohibitif sur les taux d'intérêt et les prix sont toujours trop chers. Donc on voit ici que quand on est passé à l'euro, hein, on a eu la bulle immobilière qui s'est gonflée. Donc ce graphique, c'est l'indice des prix des logements anciens rapporté aux revenus des ménages. C'est une façon habile de tenir compte de l'inflation. Et ça permet de comparer les prix de l'immobilier à travers le temps, puisque si vous ajustez à l'inflation, ben, vous êtes en monnaie constante. Donc ça, c'est très bien. Donc on voit très clairement, hein, qu'il y a eu une bulle immobilière. Le sommet de la bulle a été atteint en 2021, quand tout le monde a eu de l'argent gratuit et donc le Français moyen, quand il a de l'argent, il se met à acheter de l'immobilier. Bon, c'est culturel, c'est comme ça. On voit que pendant la crise de la zone euro, 2008 et 2008-2012, on va dire, on a eu une baisse de l'immobilier quand même, hein. Donc il faut se rappeler que l'immobilier est cyclique, hein. On le voit ici, hein, d'ailleurs, il y a des cycles, hein, dans l'immobilier. Là, c'est uniquement parce qu'on a eu une création monétaire hors norme à cause de la Banque centrale européenne que, on a gommé les cycles, hein. Mais maintenant, on est allé trop loin dans l'excès. Les prix commencent à s'ajuster, évidemment, ils sont toujours trop chers. Les taux d'intérêt sont beaucoup trop élevés, encore, pour ce niveau de prix, hein, j'entends. Avant, on avait ces taux d'intérêt. En 2014, on pouvait, on s'endettait à 3,5, sauf que les prix, ils n'étaient pas au niveau, ils étaient pas à un niveau, aussi violent. Donc on est sur un léger rebond depuis le T1, 2025, mais moi je pense qu'on va aller revenir graduellement vers la médiane. Ça, c'est pour le court terme. Enfin, le court terme, en fait, ça va être une dégradation lente du prix, en termes réels, c'est-à-dire rapporté aux revenus des ménages. Donc ça va prendre des années, hein, avant de revenir vers le 1 ici, mais ça va être, on va dire, le moyen terme. À long terme, la démographie française est en baisse puisque, par exemple, cette année, on a eu moins de naissances que de décès. Donc avec une démographie en baisse et une immigration qui ne durera pas si, l'État français est obligé de se réformer avec, beaucoup moins de redistribution, il y a peu de chances que l'immigration continue autant qu'avant. Donc, vous avez 2 facteurs baissiers sur la demande, moins de population native, moins de population importée, une offre, bon qui reste rationnée, mais, surtout le crédit qui est encore plus rationné. Donc, le prix de l'offre, donc le prix de l'immobilier va devoir s'ajuster pour refléter ce nouveau contexte. Donc vous l'aurez compris, moi, je suis toujours baissier sur l'immobilier à court, moyen et long terme. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.